The Wild Witness, le film, l'affaire de Wild Witness, devrait-on dire, même tellement cette histoire est extraordinaire, exemplaire et symbolique dans l'histoire générale du cinéma. Tout cela commence en fait dans le tourment, dans la guerre. Nous sommes en 1917, on se bat sur les fronts, on fusille à tout va. Alors on pourrait se dire, mais la famille Hannibal, que fait-elle pendant ce temps-là? Eh bien, comme d'habitude, la famille Hannibal souffre. Effectivement, la plupart des hommes vont partir sur le front, vont décéder sur le front. D'autres arriveront à échapper à cela en se camouflant, en se travestissant, puisque, bien sûr, dans les spectacles, souvent les hommes avaient l'obligation de jouer des rôles de femmes. Certains en ont profité pour échapper à leurs obligations militaires. Et puis, en fait, pour manger le peu qu'il reste de la famille Hannibal, c'est-à-dire Sagamore, Hannibal, l'ancêtre, Acrimola, Lucie, qui a 19 ans à l'époque, et le petit Jean Fort, eux, ils sont au théâtre aux armées. Alors, ils jouent des pièces, du répertoire, à la gloire de l'armée française. Ils sont à l'arrière du front, ils mènent une vie misérable, mais enfin, ils sont vivants et ils arrivent à se sortir de ce désastre mondial qui est cette boucherie. Alors, la petite Acrimola, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, de voir tous ces soldats qui souffrent, son cœur ne tient pas, et la nuit, en plus, elle va dans les infirmeries et elle s'occupe des soldats blessés. La guerre continue, nous arrivons en 1917, tout le monde connaît l'affaire du Lusitania, coulée par les Allemands. Bref, les Américains rentrent en guerre. Et cela va complètement chambouler non seulement le cours de l'histoire mondiale, mais exactement aussi celui de l'histoire de la famille Hannibal, qui est toujours à se battre sur le front. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Car à l'époque, il y a les Canadiens qui viennent se battre. Et on enrôle à tour de balle. Et des jeunes gens partent. Et parmi eux, un certain soldat qui a pour nom John Standing Buffalo. Alors, retenez bien ce nom parce qu'il est peu cité dans l'histoire, alors que ce jeune homme a pourtant quand même une ascendance très importante, puisqu'il est le petit-fils de Sitting Bull, le fameux chef guerrier indien. Parlons de la mission Pershing qui arrive elle aussi en France avec un autre personnage qui va jouer un rôle essentiel dans l'histoire de cette aventure, de ce film de Wild Witness. C'est le jeune Martin Finney. Un jeune caméraman qui a travaillé quelques années à la Universal, qui va arriver, lui, pour filmer l'avancement des troupes américaines et travailler surtout pour la propagande de l'armée américaine. Il a 23 ans en 1917. Et c'est là que tous ses destins se nouent. Effectivement, nous sommes dans une petite ville près de Ficheux, vers Beaumetz-les-Loges. On est juste à l'arrière du front. John Standing Buffalo, le petit-fils de Sitting Bull, est blessé. Il se retrouve à l'hôpital. Et également, Martin Finney, ce jeune caméraman, est gravement brûlé par les gaz. Il a les yeux entièrement brûlés, il est moitié aveugle, il est amené une nuit ici dans cet hôpital. Imaginez la douleur pour un homme qui a voué sa vie à faire de l'image, tout d'un coup de se sentir aveugle. Il est là, amené sur un brancard, il crie, il souffre, il hurle, personne ne sait comment faire pour le calmer, a-t-il mal, souffre-t-il dans son âme, on ne sait pas trop. Et la jeune Acrimola est là, à côté de lui, il a 23 ans, elle en a 19, elle voit ce soldat blessé, elle ne sait comment faire pour le soulager, jusqu'au moment où elle a une idée incroyable, elle a cette idée de prendre son foulard et de lui donner, et lui mettre dans la bouche, afin qu'il évite de crier. Et un miracle se produit. Le jeune homme peut être réconforté par une odeur féminine, lui qui vit avec des hommes jour et nuit depuis qu'il est sur le front, peut être réconforté par la douceur de la soie, peut être réconforté simplement d'avoir une présence à côté de lui et qu'enfin on s'occupe de lui, qu'on cherche simplement à lui donner un peu de réconfort dans sa souffrance, commence à mâchonner ce foulard de soie. L'anecdote est très importante, hein, et se calme. Et la jeune Acrimola, du coup, va avoir de l'affection pour lui et rester à ses côtés pendant toutes les nuits où le jeune Martin Finney est à l'hôpital, à délirer, à souffrir. Heureusement, bon, le général médecin à l'époque, Francis Delautre,
va tenter une expérience folle et va réussir à soigner les yeux de Martine Finet qu'il va récupérer quasiment en grande partie, même si des séquelles lui resteront beaucoup plus tard, mais nous en reparlerons. Le pauvre John Standing Buffalo, lui, il est très mauvais état, il est sur le point de mourir, et d'ailleurs Jean et Acrimona vont assister à ses derniers jours. Il délire, il raconte des histoires à moitié en anglais, à moitié en Dakota, dans sa langue maternelle, à longueur de journée et des dernières nuits qu'il va vivre dans cet hôpital. Jean s'occupe de lui, Martine Finet traduit quelques-uns de ses propos, Jean, qui n'a que 14 ans, je le rappelle, à cette époque, découvre un monde qu'il n'imaginait pas. Il connaissait celui de la France, le monde rural français, il connaissait celui de la guerre, et soudain on lui parle de grands espaces, de la terre des ancêtres, des coutumes et des pratiques indiennes. Il s'aperçoit que le monde est vaste et ça va lui donner l'envie d'en parler. Voilà. C'est important car ça va forger énormément sa vocation à Jean Faure. On voit bien que pour Standing Buffalo, il est déjà trop tard et il décède. Là-dessus, Francis Delautre, donc ayant soigné les yeux de Martine Finet doit retourner sur le front. Et alors là, c'est le drame. Acrimona, qui est tombée folle amoureuse de lui, ne supporte pas l'idée de voir cet homme retourner sur le front. Et il commence à organiser une machination, on pourrait dire, une folie dont seule la famille Hannibal est capable dans ces moments extrêmes. Il décide d'enlever Martine Finet. Sagamore refuse, il ne veut pas entrer dans ce genre de combine plus dangereuse encore que louche. Jean, qui fait tout pour sa cousine Acrimona, va aussi supplier Sagamore, et leur décision est prise. Un soir, ils décident d'enlever Martine Finet une nuit, à la seule condition, bien sûr, que Martine Finet a posé, que le jeune Jean lui récupère son matériel. Donc Jean Faure, la nuit, s'introduit dans le quartier général des Yankees, à la nez et à la barbe des soldats, qui sont pourtant là à garder, puisque c'est un endroit stratégique. Mais enfin, Jean Faure, à l'époque, à 14 ans, il est prêt à n'importe quelle folie, au risque de sa vie, et il va s'emparer de la caméra et des bobines pour les ramener à Martine. Et ils prennent tous les quatre la route pour Paris. Ils déambulent, ils arrivent à Paris, ils trouvent un point de chute à Colombes. Là, Acrimona s'occupe de lui. Tous les soirs, ils font une promenade dans l'île Marante. Elle lui raconte que c'est là que Maupassant a composé ses plus belles nouvelles. Et du coup, elle lui apprend à lire le français en lisant les œuvres de Maupassant. Enfin, il coule des jours heureux. Tout va bien. Là, Acrimona couvre Martine. Et le jeune Jean reste avec lui, mais ils n'ont plus les moyens de subsister. Donc à un moment donné, il faut rapidement trouver une solution. Pas de théâtre, pas de spectacle. Quoi faire? Alors, Sagamore, qui a quand même des amitiés dans le monde culturel, décide d'aller voir Théodore Botrel, qui avait déjà travaillé sur la création d'une comédie musicale pour Les Misérables, bien des années auparavant, qui n'avait jamais vu le jour. Il va voir Théodore Botrel, il lui fait part de ses soucis, etc. Mais, entre-temps, Théodore Botrel, il a pas pris un peu la grosse tête, mais quand même, La Pimpelette, c'est un succès, Mayol la chante tous les soirs, Théodore Botrel a des projets, il ne peut pas travailler avec la famille Hannibal. Donc, il dit à Sagamore, va voir Edmond Rostand. Edmond Rostand est à Paris, c'est un homme qui a plein de projets, il est académicien, c'est un homme très ouvert au théâtre, il a écrit Cyrano de Bergerac, enfin bref, c'est un homme reconnu, va le trouver de ma part. Sagamore, qui n'est pas du genre à se dégonfler, va au théâtre de la Porte Saint-Martin, à la sortie d'une répétition de l'Aiglon, rencontre Edmond Rostand, demande si Edmond Rostand ne pourrait pas écrire un spectacle pour eux, etc. Alors Edmond Rostand se renseigne, on lui raconte un petit peu ce qui est en train de se passer, etc. Et là, Edmond Rostand apprend qu'un caméraman avec du matériel est dans la famille Hannibal. À l'époque, justement, Edmond Rostand venait de voir son œuvre, Cyrano de Bergerac, réalisé en court-métrage. Il était furieux, il n'aimait pas le résultat, il pensait qu'on aurait pu faire des plus grandes choses avec le cinéma. Incroyable. Ils ont un caméraman, ils ont des bobines, ils ont une caméra, ils se disent, ben voilà, on va pouvoir tourner Cyrano de Bergerac.
Ah, Sagamore entre, il est hyper heureux, la famille Hannibal va rebondir, on va jouer Cyrano de Bergerac, Sagamore se voit déjà dans le rôle. Un nappe descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Malheureusement. Car il y a toujours un malheureusement dans la vie de la famille Hannibal. On ne sait pas si c'est Sagamore qui transmet la grippe à Edmond Rostand, ou si c'est Edmond Rostand qui transmet la grippe à Sagamore Hannibal, la fameuse grippe espagnole, enfin dite espagnole, qui ravage l'Europe alors. Quelques semaines après, début décembre, Edmond Rostand décède. Sagamore est malade comme un chien. Il contamine toute la famille Hannibal. Et là, c'est la catastrophe. La famille Hannibal décède. Au grand complet, quasiment. Quelques survivants seulement, dont Sagamore, qui a une santé de cheval, on ne sait même pas comment il y réchappe, le jeune Jean Fort qui passe à travers, quelques autres. Et Acrimona, elle, par contre, va mourir. Martine est fou de chagrin. Martine revit les affres de ce qu'il a vécu il y a quelques années plus tôt. Il a une crise, ses yeux le font souffrir. C'est tout un ensemble de choses qui se remet en branle. On raconte que sur son lit de mort, il ira jusqu'à arracher le foulard qu'avait Acrimona et le mâcher pour ne pas hurler de douleur. L'enterrement d'Acrimona se passe dans des conditions assez étranges. À l'époque, on jette plutôt les saltimbanques à la fosse commune. Ils iront l'enterrer de façon clandestine près d'Île Marante, à Colombes. Alors, ce qui est amusant, malgré tout, dans l'histoire de la famille Hannibal, c'est qu'une catastrophe, à chaque fois, est un rebond qui va changer le cours de la vie de la famille. Alors, je vais vous parler d'un personnage qui était personnage assez pittoresque de la famille Hannibal, le jeune Aureliano, qui a passé sa vie en fait à jouer des travestis. Aureliano était un jeune garçon qui était d'une beauté tout à fait remarquable, les traits fins, voilà. Donc il jouait les travestis, les hommes étaient amoureux de lui, et s'il a pu échapper à la guerre, c'est justement en restant sous son travestissement pendant toutes les années du conflit. Voilà. Ce qui n'a pas été d'ailleurs sans problème pour lui, puisqu'on l'a demandé en mariage plusieurs fois, enfin une histoire assez invraisemblable. Aureliano meurt de la grippe espagnole. Et à cette époque, il faut vous dire qu'on est quand même avec une tradition de 18 siècles d'excommunication chez les comédiens, qu'on a la fosse commune, que chez les saltimbanques c'est encore plus compliqué, car ils vont de ville en ville, ils n'ont même pas de lieu à eux, on ne se marie pas, il n'y a pas de baptême, et c'est surtout pour cela qu'il est très difficile de retrouver la trace des ancêtres de la famille Hannibal au-delà de 1812. Donc le jeune Aureliano, eh bien, on l'enterre dans une forêt. Alors il faut imaginer la scène. Cela se passe au petit matin, nous sommes au mois de mars 1919, le soleil pointe entre les sapins, allongeant les ombres des participants. Tous les forains et saltimbanques sont venus, car Aureliano était un homme aimé, très aimé, surtout par les jeunes filles, un homme respecté, un homme qui était un peu le fleuron de la famille Hannibal, celui qui fréquentait les salons. Ils sont tous là, ce matin-là, dans cette forêt. Jean Fort est là, regarde la scène. Martine Finet est là, regarde la scène. Il y a là des montreurs d'ours, des hommes forts, des femmes à barbe, des hommes caoutchouc, des gueules cinématographiques. Et c'est là que Martine Finet a une idée de génie. Il décide de réaliser un film avec toute la famille Hannibal. Bien sûr, la question est, quel film ? Puisqu'à l'époque, la famille Hannibal jouait les orphelines, montait Les Misérables, des mélodrames en tout genre, quelques Molières évidemment, enfin les farces essentiellement. Et là, que va-t-on monter, que va-t-on jouer ? Et Martine Finet et Jean Fort, qui ont fréquenté Standing Buffalo pendant des nuits et des nuits à l'hôpital, ont la folie de dire « réalisons un western ».
cette époque. Le cinéma est une attraction foraine, en fait, c'est-à-dire Pathé équipe les forains de projecteurs, après tourne des films, vend les films aux forains, et les forains partent à travers la France pour montrer les films qui sont toutes qu'une attraction foraine parmi tant d'autres. Par contre, la famille Hannibal, c'est une famille de bonimenteurs, c'est une famille de gens de théâtre, c'est une famille de gens qui racontent des histoires. Donc, comment montrer un film alors qu'il n'y a rien à côté, alors que d'habitude, ils font du théâtre? Et c'est là que Sagamore a une idée de génie. Il a l'idée de réaliser en direct, pendant la projection du film muet, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, tous les films sont muets, de réaliser les dialogues. En 5 semaines à peine, ils écrivent un scénario, ils vont tourner le film avec tous les membres de la famille Hannibal et les amis forains et les amis saltimbanques. Ils vont tourner ça dans la forêt de Fontainebleau, dans les dunes de sable d'Hermonville. Ils vont reconstituer le Grand Ouest américain. Enfin, une histoire de fou. Un film qui va avoir un succès incroyable, puisque dès qu'il va être tourné, il va être projeté quasiment dans toute la France. Donc, ils accompagnent le film en faisant les dialogues, en faisant la musique. Et puis, petit à petit, ils vont y rajouter des bruitages. Alors, bien sûr, sur ce film, il y a plein de légendes qui sont colportées. Sont-elles vraies, ne le sont-elles pas? Je ne saurais le dire, là. On raconte, par exemple, qu'au cours d'une séance en banlieue, Georges Méliès voit le film en 1924, que rentrant chez lui, dégoûté, écœuré de voir cette chose révolutionnaire, cette chose qui semble être l'avenir, il brûle sa production. Car je rappelle que The Wild Witness est quand même un chef-d'œuvre unique et inclassable dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment le chaînon manquant entre le cinéma muet et le cinéma parlant, c'est le cinéma parlé. Et c'est l'exemplaire unique de ce type de cinéma. On raconte que Henri Langlois voit le film dans les années 30 et que, cherchant à le revoir quelques années plus tard, il apprend que le film n'est plus projeté, que le film a disparu, et que c'est un choc pour lui. Un tel choc qu'il décide de fonder la Cinémathèque. Voilà, bon alors, tout cela est-il vrai, n'est-il pas vrai? Tant de rumeurs, de ragots sont colportés que je ne peux le dire, mais en tout cas, la vue de films par Georges Méliès et Henri Langlois sont avérées, par des témoins de l'époque. Que devient Martine Finet après cette histoire? En fait, après la mort d'Acrimona, après la réalisation du film, Martine Finet ne sait plus quoi faire. Il discute avec Jean Fort et décide de rentrer aux États-Unis. Là, naturellement, il va essayer de retrouver du travail dans le cinéma. Il y a toujours cette réputation de déserteur qui pèse sur ses épaules. Réputation dont il se défera très vite, heureusement pour lui. Et du coup, il se fait engager à la Fox. Alors à la Fox, bien sûr, il a des compétences, il sait faire, mais il faut lui réinventer un passé afin d'oublier cette tâche sombre qu'est dans sa biographie, cette histoire de désertion. Et du coup, à la Fox, on lui invente comme quoi il a travaillé à Universal, mais qu'on a perdu les films, qu'ils ont disparu, etc., etc. Enfin, on essaye d'arranger un peu son passé, histoire de lui refabriquer un vrai présent. Mais du coup, il doit changer de nom. Alors là, il se dit, un pseudonyme, que vais-je prendre? Et alors là, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, parce que, en fait, Martine Finet, en hommage à Jean Fort, qui a été l'élément déclencheur, comme on dit, en scénario de cette aventure, eh bien, il prendra le pseudonyme de John Ford. Alors je sais, quand on raconte ça, ça prête à sourire. Maintenant qu'on a retrouvé les bobines, le travail, etc., effectivement, ce qui autrefois était considéré comme une légende est aujourd'hui considéré comme une vérité. D'ailleurs, l'image de l'enterrement d'Acrimona, on le retrouvera dans toute son œuvre. Femmes, filles, sœurs, tombes, vont ainsi ponctuer les quelques westerns, enfin les quelques westerns qu'il fera par la suite. D'autre part, on peut s'interroger effectivement sur le scénario de La Chevauchée Fantastique et à se demander si la lecture de Maupassant et de Boule de Suif ne l'a pas directement inspiré pour écrire cette œuvre. Et enfin, dernier témoignage, ceux de certains acteurs, actrices, cadreurs, techniciens qui l'ont surpris par moments alors que John Ford était en pleine crise de désarroi, de stress, d'angoisse.
Il quittait le studio, il quittait le plateau, il se réfugiait seul dans un coin, et là, semble-t-il, mâchonnait un mouchoir, un petit foulard. Ce petit foulard qu'il avait rapporté de France. Ce petit foulard qui était tout ce qui lui restait d'un Cremona Fusil, sa compagne défunte. Alors, voilà, nous sommes en 2011. Cette histoire est oubliée, cette histoire est perdue. Et la famille Hannibal, celle de ce siècle-ci, du XXIe siècle, retrouve ses bobines. Ne sachant comment les utiliser, ils finissent par retrouver le fils de Jean Faure dans une maison médicalisée à Toulouse. Et à force de le faire parler, ils comprennent toute cette aventure, toute cette histoire. Et ils décident donc de remontrer le film dans sa version originale et d'en refaire un spectacle tel qu'il était fait à l'époque. Malheureusement, car il y a toujours un malheureusement dans la vie d'Hannibal, de la famille Hannibal, mais je vous rappelle que ces malheureusement rebondissent bien souvent sur de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Malheureusement, le film est visionné et ce sont des copies-flammes, ce qu'on appelle des copies-flammes à l'époque, des procédés qui s'incendient facilement. Le film prend feu et toutes les bobines sont brûlées. Qu'à cela ne tienne, la famille Hannibal retourne le film avec ses amis des arts de la rue, comme il a été fait en 1919 par la famille Hannibal et ses amis forains. L'histoire se répète, l'histoire n'est qu'un grand recommencement. On sait bien que le cinéma ne fait que ressasser les mêmes aventures qui bien souvent sont celles d'un garçon, d'une fille qui se rencontrent dans un monde en conflit, dans un monde en bagarre, dans un monde en bataille, dans un monde toujours difficile, mais où l'amour, au bout du compte, finit toujours par gagner.